Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on est samedi 11 juillet 2026 et notre cher ami, notre frère, le professeur Miranda, est avec nous. Bon retour parmi nous, professeur. Merci beaucoup de m'avoir invité dans votre émission. À chaque fois que vous annoncez la date, on dirait que vous n'êtes pas sûr. Aujourd'hui, on est samedi. Vous travaillez 7 jours sur 7 et vous ne savez même plus quel jour on est. Oui, exactement. C'est possible. Pour moi, c'est comme ça. Oui, c'est comme ça pour moi. Franchement, je ne sais pas. Je vais commencer par ce qu'on vient d'entendre du guide suprême iranien, l'ayatollah Seyed Ali Khamenei. Il vient tout juste de publier une nouvelle déclaration. Il y dit que l'Iran s'engage à venger le sang du dirigeant martyr et de tous les martyrs de ces deux guerres, contre les criminels responsables. Ces criminels, dit-il, emporteront dans leur lit le regret d'une mort paisible. Ici, beaucoup affirment que l'Iran chercherait à assassiner Donald Trump. Et Donald Trump lui-même a réagi en publiant un message sur les réseaux sociaux où il affirme qu'1 millier de missiles sont déjà prêts à être tirés sur la République islamique d'Iran et que des milliers d'autres suivraient immédiatement. Voilà l'ambiance. Quand on parle de Donald Trump et de vengeance, on sait que les gens en Iran sont très en colère. On le voit dans les funérailles, avec les drapeaux, et les gens ne veulent pas, ils veulent riposter. Ils veulent obtenir quelque chose. Mais quoi exactement? Est-ce que c'est leur façon de... Parce que quand on traduit le persan en anglais, il y a, à mon avis, une sorte de malentendu. Alors qu'est-ce que c'est? Quelle est la signification de la nouvelle déclaration du guide suprême iranien? Eh bien, tout d'abord, comme on en parlait ensemble avant l'émission, pour nous, en islam, et plus particulièrement dans l'islam chiite, la justice est quelque chose de fondamental. C'est essentiel. Et c'est vraiment dans ce contexte que s'inscrivent la résistance à l'oppresseur et le soutien aux opprimés, à ceux qui sont privés de leurs droits. C'est de là que tout part. Donc, quand l'Iran soutient Cuba, ou qu'il soutient le Nicaragua, le Venezuela, ou encore l'Afrique du Sud, à l'époque de l'apartheid, cette résistance-là, ou quand il soutient la cause palestinienne, tout cela repose sur ce sens profond de la justice. Et cette justice, ce n'est pas quelque chose sur quoi on peut transiger, ni au niveau local, ni au niveau international. À tous les niveaux, c'est une question idéologique, et on ne peut pas s'en détourner. C'est pourquoi, pour les Iraniens, Trump est évidemment un criminel de guerre, tout comme Netanyahou, tout comme tout son entourage, et tout comme le régime israélien, du haut en bas. Ces gens ont commis des crimes contre l'humanité. Que ce soit la personne qui a appuyé sur le bouton pour massacrer les 168 enfants à Minab, l'officier qui a coordonné les frappes, ou la direction politique qui a pris la décision, ce sont tous des criminels de guerre, au même titre que les nazis. Ils ne sont pas différents des nazis. Et pour être très franc, les diplomates occidentaux, ils sont comme les diplomates nazis. J'utilise le mot nazi simplement comme un exemple. J'aurais pu dire les diplomates de Saddam Hussein. Je parle des tyrans à travers l'histoire. Mais les pires de ces tyrans se trouvent vraiment en Amérique du Nord et bien sûr en Palestine occupée. Parce que vous savez, au plus fort du génocide, et le génocide continue, chaque jour, ils tuent des Palestiniens, ils tuent des enfants, tous les jours, pendant qu'on parle. Mais le génocide d'aujourd'hui est particulier, parce qu'il se déroule sous nos yeux. Ils s'en vantent entre eux, et les journalistes occidentaux nous le cachent. Ou alors, ils le justifient. En fait, depuis presque 3 ans, ils servent d'excuse au génocide. Et les diplomates, eux, se comportent comme des diplomates nazis.
Les diplomates occidentaux, dans n'importe quelle ambassade, à mon avis, où que vous alliez dans le monde, ces diplomates-là, qu'ils soient norvégiens, allemands, britanniques, canadiens ou australiens, ce sont des nazis. Ce sont des diplomates nazis. Encore une fois, certaines personnes, je ne veux pas m'attarder là-dessus, je donne juste les nazis comme exemple. On peut dire les diplomates de Saddam Hussein. On peut dire les diplomates sionistes. On peut prendre n'importe quel exemple historique similaire qui a commis un génocide. Donc, les journalistes occidentaux, eux, sont comme les journalistes nazis allemands. Et encore une fois, je ne dis pas que les journalistes britanniques de l'Empire étaient meilleurs que les nazis. L'Empire britannique a fait au monde non blanc ce que les Allemands ont fait à l'Europe. La famine en Inde, par exemple. Churchill a utilisé des armes chimiques en Irak. Donc, ce que je veux dire, c'est que la raison pour laquelle Churchill est vu comme un héros et Hitler comme un monstre, c'est que les crimes d'Hitler ont été commis contre des Blancs, alors que ceux de Churchill visaient des populations brunes. Allez voir ce que Churchill disait des Indiens, le langage raciste qu'il employait. Et bien sûr, les conséquences de cette mentalité sont évidentes. Demandez à n'importe quel Indien qui connaît un peu son histoire. Et quand je dis Inde, je parle du sous-continent indien, de tout le sous-continent, pas seulement du pays actuel. Donc pour les Iraniens, il doit y avoir justice. Et pour tous les dirigeants américains, israéliens et ceux qui les ont soutenus, des procès de type Nuremberg sont indispensables. C'est limpide. Maintenant, certains diront peut-être qu'ils ne seront pas capables d'organiser de tels procès. Bon, c'est un autre sujet. Ce qui compte ici, c'est la justice. Ces gens ont massacré. Ils ont mené 2 guerres sans provocation. Les médias occidentaux ont essayé de justifier tout ça. Et l'Iran ne compte pas laisser les États-Unis ou leurs alliés s'en tirer comme ça. Donc le message, c'est que ces personnes doivent être punies pour leurs actes. L'État iranien n'a pas reçu de mission précise à ce sujet, mais c'est l'état d'esprit général dans le pays. On l'a vu à Machhad, à Téhéran, à Qom, et aussi en Irak, à Karbala et à Najaf. Les slogans étaient clairs. Ce n'est pas de la soif de sang, ni simplement de la colère. Pas du tout. En fait, je pense qu'à ce stade, beaucoup de gens reprochent à l'Iran d'être trop patient. Je ne partage pas cet avis, mais il est vrai que les Iraniens font preuve d'une grande patience quand il s'agit de gérer leurs adversaires. Donc, il ne s'agit pas ici de soif de sang. Il s'agit de justice et aussi d'une forme de dissuasion pour s'assurer que ce genre de choses ne se reproduisent plus à l'avenir. Nous vivons dans un monde où depuis des siècles, l'Occident est allé détruire pays après pays. Et plus récemment, c'est surtout l'Empire américain qui a fait cela. Ils massacrent, ils détruisent, ils écrasent des nations entières, puis ils s'en vont et reprennent le cours de leur vie. Pendant ce temps, les peuples du Sud global doivent vivre avec ces destructions pendant des générations. Alors les Iraniens disent « Non, nous n'allons pas accepter ça ». Les nouvelles sanctions, celles sur le secteur pétrolier iranien ou sur l'énergie, sont de retour contre l'Iran, professeur Mandi. Et ça, c'est totalement contraire à la clause ou au paragraphe 9 du protocole d'accord. Hier, on a vu toute une série de délégations se rendre à Téhéran pour discuter avec les responsables. Quelle est la situation aujourd'hui entre l'Iran et les États-Unis? Eh bien, toi et moi, on en a parlé à de nombreuses reprises. Les Iraniens n'ont jamais cru que les Américains allaient respecter le protocole d'accord. Les Américains sont trompeurs. Ils l'ont toujours été. Ils ne sont pas honnêtes. Ils ne sont pas fiables. Et donc, les Iraniens, dans le cadre de ce protocole, ont un levier énorme. Les Américains, en réalité, ils violent pratiquement tous leurs engagements, sauf un. Non seulement ils ont rétabli les sanctions sur les exportations iraniennes de pétrole, de gaz, d'énergie,
comme tu l'as justement souligné, mais en plus, ils en ont ajouté de nouvelles. C'est une autre violation du protocole. Donc ça fait 2 violations. Trump menace sans arrêt de détruire l'Iran, de tuer des dirigeants iraniens, de tuer des négociateurs. Tout ça, ce sont des violations de l'accord. C'est écrit dans le protocole. Ces menaces. Les États-Unis n'ont pas obligé le régime israélien à mettre fin au massacre au Liban, ni à se retirer. C'est une autre violation. Les États-Unis n'ont pas non plus restitué les avoirs iraniens volés par les Américains. Cela devait se faire dès le tout début. Ils ont traîné encore et encore, comme on s'y attendait. C'est encore une violation. Donc, où que l'on regarde, les Américains, dans tous les domaines, la seule chose qu'ils n'ont pas encore violée, c'est la levée du blocus. C'est la seule. Et bien sûr, s'ils le font, alors les Iraniens vont tout arrêter. Et on reviendra très vite à une grave crise énergétique. On atteindra rapidement le pic de cette crise parce que les 4 ou 4 mois et demi de pénurie accumulée ne se sont pas résorbés. En ce moment, je ne sais pas exactement où on en est, mais la situation ne s'est pas améliorée. Ce n'est pas comme si on voyait arriver sur le marché un surplus de pétrole ou d'autres produits et que les pénuries commençaient à disparaître. Donc, s'il y a une autre guerre, s'il y a un autre blocus, il ne faudra pas 4 mois pour en arriver là où nous en sommes aujourd'hui. Il suffira de quelques semaines pour passer de la situation actuelle à un effondrement économique mondial. On en est très proche, d'après Trump lui-même. Les Iraniens, en réaction ou en réponse aux violations américaines, disposent donc d'un levier énorme. Et ce levier, c'est le Golfe Persique. Alors que font les Américains dans le détroit d'Ormuz? Ils commettent une nouvelle violation. Ils enfreignent l'article 5. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, dans cet article, il est dit que la réouverture et la normalisation du détroit d'Ormuz doivent être menées par les Iraniens. Ensuite, plus tard, en coordination avec les Omanais, ils doivent planifier l'avenir du détroit. Mais laissons ça de côté pour l'instant. Donc, ce sont les Iraniens qui sont censés normaliser la situation. Alors, qu'ont fait les Américains? Ils ont ouvert leur propre couloir et ils font passer leurs navires par là. Pourquoi? Parce qu'ils veulent affaiblir l'influence de l'Iran, pour que l'Iran n'ait plus aucun levier, et que les Américains puissent violer tous leurs engagements, et que les Iraniens ne puissent rien faire en retour. Alors, ils réagissent. Pendant des semaines, les Iraniens ont prévenu les navires, mais sans vraiment agir. Pendant 2 semaines environ, ils ont aussi averti les Américains. Ils ont mené quelques frappes légères, mais il y a quelques jours, 3, 4 jours à peine, les Iraniens ont frappé 3 navires assez durement. Peut-être plus, mais je sais qu'au moins 3 navires importants ont été touchés. Et là, les Américains se sont mis en colère. Pourquoi les Américains étaient-ils en colère? Parce qu'on sait que les Américains faisaient ça pour affaiblir l'influence de l'Iran et pour pouvoir ensuite saper tout le protocole d'accord et proclamer une sorte de victoire. Les Iraniens, eux, sont plus que prêts à aller à la guerre et ils ne laisseront pas les Américains contrôler le détroit d'Ormuz. Et le plus ironique, c'est que ce que fait Trump empêche en réalité la normalisation du marché du pétrole, du marché de l'énergie et d'autres marchés liés à la région du Golfe Persique. Pourquoi? Parce que s'il avait rempli ses obligations jusqu'à présent, les Iraniens auraient presque normalisé le commerce à travers le détroit d'Ormuz. La seule chose qui empêche la normalisation, ce sont les violations des États-Unis et leur tentative de saper l'autorité de l'Iran dans le détroit. C'est ça, le vrai blocage. Si Trump n'avait pas fait ce qu'il a fait, si les États-Unis ne faisaient pas ce qu'ils font aujourd'hui,
les marchés mondiaux se porteraient bien mieux à l'heure où on parle. Mais voilà, ce sont les États-Unis. Ils sont fortement influencés par le régime sioniste. Et ce régime ne veut pas que le protocole d'accord soit appliqué. C'est pourtant dans l'intérêt du peuple américain, sans aucun doute, mais pas dans celui de Netanyahou. Netanyahou, lui, se moque qu'on ait une crise économique mondiale. Il se moque qu'il y ait un effondrement économique global. Il se moque que cela détruise l'économie américaine. Il veut rester au pouvoir, lui et ses alliés fanatiques. Voilà où nous en sommes. Les Américains profèrent des menaces contre l'Iran, mais l'Iran ne va pas se laisser intimider. Et je pense que la déclaration de l'ayatollah Sayed Musharraf Khamenei sur la justice et la vengeance s'inscrit dans cette logique. C'est aussi un message. Ne pensez pas que nous allons reculer. Ne pensez pas que nous allons devenir plus conciliants. En réalité, les funérailles, les dizaines de millions de personnes qui y ont participé, envoient un signal fort. L'Iran va se montrer très ferme. Et l'Irak aussi. Des millions de personnes ont pris part aux cérémonies en Irak, à Najaf, dans les villes saintes de Najaf et de Karbala. C'est très intéressant. Les journalistes américains disent qu'immédiatement après les funérailles en Irak, l'influence de l'Iran dans le pays serait en train de s'affaiblir, littéralement, juste après ces funérailles. Ils n'auraient jamais pu rassembler ne serait-ce qu'un millième du nombre de personnes qui sont descendues dans la rue pour exprimer une telle émotion. Jamais ils n'auraient pu faire ça, ni en Irak, ni ailleurs. Et vous savez, une autre chose que ces funérailles ont montré, c'est qu'au début de la guerre, on disait que l'Iran allait tomber. Puis quand ce n'est pas arrivé, on a dit, bon, si l'Iran tient, alors ils auront gagné. Et l'Iran n'a pas seulement tenu. Elle n'a pas seulement survécu. Elle a riposté jour et nuit jusqu'à la fin de la guerre, exactement comme elle le fait aujourd'hui. Dans les médias occidentaux, à chaque fois que les Américains frappent, on entend qu'ils ont détruit toutes sortes d'infrastructures iraniennes. Mais on ne dit rien sur ce que fait l'Iran en retour. Ça, ils le cachent. Et ils exagèrent les actions américaines, parce que la plupart des installations iraniennes sont souterraines. En réalité, ils ne touchent presque rien. Je veux dire, ça fait 40 jours qu'ils bombardent l'Iran, jour et nuit, sans aucun résultat. Vous croyez que les Iraniens se laissent berner? On entend dire qu'ils ont bombardé des dépôts de drones, mais l'Iran n'a pas de dépôts qui traînent à ciel ouvert. En réalité, les Américains sont plus vulnérables parce qu'il n'y a pas de base souterraine dans le Golfe Persique ni de l'autre côté du Golfe. Il n'y en a pas non plus en Jordanie ni en Israël. Donc quand l'Iran tire des missiles et frappe des cibles, les dégâts sont bien plus importants parce que tous les équipements sont à découvert. Mais les Américains ont utilisé des bombardiers B-52 pour frapper des sites de drones et de missiles. Et pourtant, les drones et les missiles continuent d'être lancés. Alors, dans cette situation, dans ces affrontements qu'on voit dans le Golfe Persique, on pourrait croire, en écoutant le récit américain, que les États-Unis ont l'avantage, comme le répètent les médias occidentaux. Mais moi, je pense que c'est plutôt l'inverse. Je pense que les dégâts que les Iraniens infligent aux Américains à chaque fois sont bien plus importants que ceux que les Américains leur causent. Et c'est pour ça qu'il y a des affrontements. Je veux dire, si ça marchait vraiment pour eux, les Américains le feraient 24 heures sur 24. Mais ça ne fonctionne pas bien pour eux. Et en plus, ça empêche le pétrole, le gaz et d'autres marchandises de quitter le Golfe Persique. Ces 4 derniers jours, on a vu une forte baisse du nombre de navires qui traversent le détroit d'Ormuz. Donc, à mon avis, Trump est coincé. Il n'a pas de bonne solution. Il peut relancer la guerre, mais ça mènerait à une dépression économique mondiale. Ce dont on parlait pendant les 40 jours, 39-40 jours à l'époque du siège, eh bien on n'est pas loin d'un effondrement économique.
Donc, s'il fait la guerre, voilà ce qui se passe. S'il commence à viser les infrastructures critiques iraniennes, le Golfe Persique, tout sera détruit. Et on est en juillet. Vos téléspectateurs, là tout de suite, il leur suffit d'aller chercher sur Google la température et l'humidité à Dubaï et ils comprendront que ce n'est vraiment pas le bon moment pour eux de perdre toute leur électricité. Ou l'Arabie Saoudite, d'ailleurs. Et tous leurs biens sont juste le long de la côte. Ce sont des pays désertiques, contrairement à l'Iran. L'Iran, ce n'est pas un pays désertique. L'Iran a des forêts, des montagnes, il a... Bon, je ne sais pas à cet instant précis, mais je crois qu'hier encore, la dernière fois que j'ai regardé les montagnes Yang au-dessus de Téhéran, il restait un peu de neige. Oui, encore un peu de neige au sommet. Par endroits, oui. Je crois que j'ai regardé, peut-être avant-hier ou hier. Donc l'Iran n'est pas un désert. L'Iran a des déserts, bien sûr, mais aussi des montagnes, beaucoup de montagnes. Et donc de la neige, des rivières, de l'agriculture. Et à cause des sanctions, l'Iran est devenu largement autosuffisant, avec plein de petites industries un peu partout dans le pays. Mais ces autres pays, eux, ont tous leurs atouts. D'immenses complexes, de grandes industries, des usines pétrochimiques, des raffineries, et tout ça, concentré le long de la côte, avec des usines de dessalement. Alors si les Américains s'en prennent aux infrastructures critiques, l'Iran frappera ces cibles-là. Autrement dit, il n'y a pas vraiment de bonne option pour Trump s'il s'agit d'entrer en guerre. Veut-il continuer ses frappes contre l'Iran? Peut-être, mais ça ne fera qu'aggraver la crise. Moins de navires passeront. Les compagnies d'assurance seront plus réticentes à s'impliquer. Les compagnies maritimes aussi. Davantage de navires seront touchés, et ça ne fera qu'empirer la situation. Mais le rythme du déclin sera plus lent. La seule chose qu'il reste à Trump à faire, c'est d'appliquer le protocole d'accord. Mais le fera-t-il? Jamais il ne ferait ça de son plein gré. Les Israéliens, le lobby sioniste, ne le laisseront jamais faire. Alors les Iraniens veulent maintenir la pression, jusqu'à ce que les États-Unis finissent par comprendre qu'ils n'ont plus le choix. Alors, est-ce qu'on y arrivera? Ou quand est-ce qu'on y arrivera? Ou même, est-ce que c'est seulement possible? Personne ne le sait, parce que personne n'a jamais réussi à déloger le lobby sioniste du pouvoir aux États-Unis. Et personne n'a jamais réussi, je pense à créer une vraie séparation entre les décideurs américains et le lobby sioniste. Une situation où les décideurs américains diraient à un moment donné, « Bon, on a des priorités vitales pour nous, là, tout de suite. On ne peut pas suivre vos priorités sionistes à cause de l'effondrement économique imminent. » Donc, personne ne sait vraiment ce qui va se passer. Mais ces funérailles ont montré à quel point la République islamique d'Iran bénéficie d'une légitimité extraordinaire. Ce n'est pas juste. Parce que souvenez-vous, on disait, si l'Iran survit, il aura gagné la guerre. Eh bien, l'Iran n'a pas seulement survécu. Il a gagné la guerre. Et ensuite, en Occident, on disait, parce qu'on ne veut pas admettre que la République islamique d'Iran n'est pas un simple régime, comme on aime l'appeler, on disait, oui, c'est juste un effet de ralliement autour du drapeau. Vraiment? Ces funérailles, c'était un effet de ralliement autour du drapeau? Les dizaines de millions de personnes descendues dans la rue, c'est ça, un simple effet de ralliement? Non. C'est bien plus profond que ça. Cela montre à quel point la République islamique bénéficie d'une légitimité extraordinaire aux yeux du peuple et à quel point cette légitimité est profonde. Et c'est quelque chose d'unique. L'Occident n'a pas ce genre de légitimité. Qu'ils le veuillent ou non, ils peuvent faire semblant d'être plus légitimes, mais ils ne le sont pas. Ils ne pourront jamais susciter de telles émotions, ni rassembler de telles foules. Je veux dire,
Pour moi, c'était très difficile. Ma peau pelait, mes oreilles aussi, et j'étais en plein soleil pendant 8 ou 9 heures. Et puis, il y avait des millions de personnes. On était coincés dans la foule. Tout le monde portait du noir. Beaucoup de femmes, qui d'habitude ne mettent pas le tchador, en portaient un. Et beaucoup de femmes qui ne s'habillent pas en noir portaient du noir ce jour-là. Des femmes qui ne portaient pas le hijab l'ont mis. Des hommes et des femmes, tout le monde, vous voyez, et beaucoup portaient des drapeaux. Et croyez-moi, moi je n'en portais pas. Mais franchement, avec cette chaleur, tenir un drapeau pendant des heures, ça doit être épuisant. Ou porter ses enfants, c'est pareil. Bref, ce que je veux dire, c'est que ce n'était pas un événement pour se rallier autour du drapeau. Et les journalistes occidentaux, les commentateurs, les soi-disant experts, les politiciens et les diplomates ne devraient pas essayer de tordre la réalité pour qu'elle colle à leur récit. Leur récit est détruit. La République islamique d'Iran et l'Axe de la résistance sont d'une puissance redoutable, vraiment extraordinaire, et ils sont très populaires. Ça ne veut pas dire que l'Iran est une utopie. En fait, les mêmes personnes qui y sont allées, ces millions de gens qui ont participé à Téhéran, bien plus de 10 millions, ce sont exactement les mêmes que toi, Nima. Tu rends compte quand tu viens à Téhéran et que tu montes dans un taxi, ou que tu t'assois dans un bus ou dans le métro. Si tu t'assois à côté d'eux, beaucoup vont se plaindre, beaucoup vont critiquer, certains vont attaquer, d'autres vont exprimer leur frustration sur toutes sortes de sujets, l'économie et d'autres encore. Alors les journalistes occidentaux, quand ils viennent en Iran, ils observent tout ça et ils pensent que c'est un signe de mécontentement. Non, en Iran, on a la liberté d'expression, contrairement à ce qu'ils prétendent. Dans les pays qui sont alignés avec eux, il n'y a pas de liberté d'expression. Et de plus en plus en Occident, cette liberté recule. On le voit bien avec la question de la Palestine et les nouvelles lois qu'ils préparent à propos de l'Iran, de la Russie, de la Chine et d'autres encore. Je veux dire, je ne sais pas si vous avez vu ce groupe de médias, ils ont utilisé des extraits de RT. Et maintenant, ils risquent la prison pour ça. 4 extraits, datant d'il y a quelques années. Voilà l'état de la liberté en Europe. Donc je ne vois pas de bonnes options pour Trump, mais je ne le vois pas non plus prendre la bonne décision. Vous savez, hier, un responsable américain a déclaré que les États-Unis donnaient à l'Iran jusqu'à samedi, donc aujourd'hui, pour annoncer publiquement qu'il mettra fin aux attaques dans le détroit d'Ormuz et qu'il le déclarera ouvert. Sinon, il fera face à de graves conséquences. Et moi, je ne sais pas vraiment ce qu'il y a dans ce genre de communication entre l'Iran et les États-Unis. Parce que ces attaques, hier encore, ils ont dit que c'était une défaillance du côté iranien. Ils ont expliqué « on ne voulait pas faire ça, c'était un problème technique chez nous ». Ensuite, ils ont dit que l'Iran suppliait, Donald Trump a dit que l'Iran suppliait de reprendre les discussions. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la réalité derrière tout ça? Ça montre simplement à quel point les médias occidentaux sont complices, à quel point ils sont pathétiques. Ils cherchent désespérément un moyen de faire croire que les États-Unis sont forts et que l'Iran est faible. Peu importe qu'ils soient contre Trump ou qu'ils le soutiennent. Les médias de l'establishment sont complètement corrompus. Ils appartiennent à l'oligarchie, à la classe Epstein, à la classe sioniste. Et franchement, c'était déjà terrible avant. CNN a toujours été terrible, toujours inutile, sans aucun intérêt. Je n'ai jamais regardé CNN. Mais maintenant, ça va être encore pire. Donc non, les Iraniens n'ont pas demandé à négocier, et ils ne négocieront pas avec les États-Unis. L'Iran refuse de négocier avec les États-Unis. Pourquoi? Parce que les États-Unis ne respectent pas leurs engagements.
Et les Iraniens ont dit que tant que les États-Unis ne le feront pas, il n'y aura pas de discussion. Alors, on peut toujours faire semblant de croire que les Iraniens supplient pour parler ou qu'ils vont envoyer quelqu'un à Oman. C'est absurde. L'Iran ne négocie pas et ne négociera pas. Les Iraniens ont-ils frappé ces navires par accident? Bien sûr que non. Ils les ont visés avec une grande précision, en toute connaissance de cause. C'était une décision délibérée. Il n'y a pas de faction en Iran. Il y a une structure claire. Si certains ne comprennent pas cela, je peux m'asseoir et leur expliquer la Constitution. Les forces armées ne prennent pas de décision toutes seules. L'armée, la marine, l'aviation, les gardiens de la Révolution, on leur dit quoi faire, et ensuite, ils exécutent les opérations. Mais ils disent que c'est le corps des gardiens de la révolution islamique qui fait ça. Franchement, ça m'étonne à chaque fois. C'est complètement absurde. Ils adorent dire ça, mais ça fait des années qu'ils le répètent. C'est absurde. Les gardiens de la Révolution, l'armée, ils font ce qu'ils font, mais toujours selon les décisions prises au plus haut niveau. Le guide doit approuver. Si le Conseil suprême de sécurité nationale approuve, choisit une politique, et que le guide approuve, parce que la seule chose qui la rend légitime, c'est justement l'approbation du guide. Mais pourquoi les navires ont-ils été frappés? Parce qu'ils violaient le protocole d'accord. Et le régime qatari le savait, tout comme les Saoudiens et les Koweïtiens. Ils savaient qu'ils enfreignaient le protocole. Ils savaient que ce corridor américain était en violation du protocole d'accord. Et les Américains savaient eux aussi que leur corridor était en infraction. Les Iraniens ont donné de nombreux avertissements pendant plusieurs jours, et à un moment, ils ont dit « ça suffit ». Alors, ils ont frappé ces navires. Il n'y a pas d'erreur, pas de faction en jeu. C'est l'État, la République islamique d'Iran, qui a pris cette décision. Et dans les jours à venir, si les Américains continuent avec cette politique, ils frapperont à nouveau des navires. Ce soir, on peut attendre jusqu'à minuit pour voir si l'Iran publie une déclaration disant que les Iraniens veilleront à ce que le protocole d'accord soit appliqué. Soit il est appliqué pleinement, soit il ne le sera pas du tout. Les Américains ne peuvent pas vouloir le beurre et l'argent du beurre. Ils ne peuvent pas refuser de se conformer et en même temps s'attendre à ce que les Iraniens, eux, le fassent. Ça n'arrivera pas. Donc c'est aux Américains de décider. Est-ce qu'ils veulent une normalisation du commerce dans le détroit d'Ormuz, alors qu'ils commencent à respecter leurs engagements conformément à l'accord? Trump a perdu la guerre. Il a perdu la guerre d'usure. Il a perdu à la table des négociations. Et maintenant, il veut d'une manière ou d'une autre obtenir une victoire en trichant sur l'application de l'accord. L'Iran ne l'acceptera pas. Est-ce que cela aide l'économie mondiale? Non. Au contraire, ça la freine à l'échelle mondiale. Ça aggrave la situation. Alors que le protocole d'accord est censé faire grandir les choses, les améliorer. Mais Trump est incapable de faire ce qu'il faut. On ne laisse pas faire ce qu'il faut. Ou bien c'est son propre ego, ou les deux ensemble, qui refusent de faire ce qu'il faut. Est-ce qu'il va finalement respecter ses engagements dans le protocole d'accord? Franchement, si j'étais du genre à parier, je ne miserais pas là-dessus. Mais les Iraniens, eux, vont pousser. Alors, pour les Iraniens, certains demandent, est-ce que le protocole est mort ou vivant? En réalité, ça n'a aucune importance. Qu'il soit mort ou vivant, l'Iran ne laissera pas les Américains prendre le dessus dans la guerre qu'ils ont déclenchée contre le peuple iranien. Ça n'arrivera pas. Donc, soit les Américains reculent, ils mettent fin à la guerre au Liban et ils font ce qu'il faut, soit il n'y aura pas de normalisation. Et dans ce cas, Trump devra rendre des comptes au peuple américain sur la raison pour laquelle la situation est aussi mauvaise. Je pense que, pour moi, le protocole d'accord, c'est une sorte de feuille de route. Et je dirais que l'Iran va s'y tenir,
parce que c'est ainsi que le pays voit la possibilité de désamorcer la situation. Je ne vois pas pourquoi, honnêtement. Enfin, peut-être que l'Iran quittera le protocole d'accord, je n'en sais rien. Mais je ne vois pas l'intérêt de le faire. L'Iran ne l'appliquera tout simplement pas. Et qu'est-ce que les Américains vont faire dans ce cas? Si les Iraniens ne le mettent pas en œuvre, on se retrouvera exactement là où on était il y a 3 ou 4 semaines et l'économie mondiale va se dégrader. Tout ce que l'Iran a à faire, c'est compliquer la vie de Trump. Il suffit de rendre le passage par le détroit d'Ormuz dangereux. Vous avez violé votre part du marché, alors à vous d'assumer les risques. Et à partir de là, tout va se détériorer. Ce sera de plus en plus difficile pour Trump, surtout qu'on approche des élections de mi-mandat et qu'il n'y a aucune solution en vue. Trump, s'il avait été malin, il aurait appliqué l'accord. Et ensuite, le pétrole, l'énergie et les autres biens seraient revenus sur le marché. Ça n'aurait pas complètement normalisé la situation avant les élections de mi-mandat, mais au moins, ça lui aurait permis de dire à sa base, on avance dans la bonne direction, les choses vont s'améliorer. On a vaincu l'Iran, vous voyez ce genre de bêtises que Trump raconte, et maintenant, les prix baissent, tout va bien, et les problèmes qu'on a seront réglés dans les prochains mois, quelque chose comme ça. Mais ce qu'il fait, en réalité, c'est prolonger la crise, et il risque même de la rendre encore plus catastrophique. Et on se rapproche de plus en plus de novembre. Donc, il se rend vraiment pas service. Et je suis surpris qu'il pense encore pouvoir intimider l'Iran. On va vous détruire, on va tirer 1000 missiles, on va... Mais vous avez déjà dit ça des centaines de fois pendant la guerre. Vous disiez, il n'y avait plus de missiles, plus de drones, que tout avait été détruit, qu'il n'y avait plus de dirigeants et qui suppliaient pour un accord. Franchement, combien de fois on a entendu ça? Et voilà qu'ils recommencent à le dire. Ils ne vont pas gagner. Ils vont perdre. Et ce sera encore pire qu'avant. Ça m'étonne parce que, à mon avis, ce train-là est déjà passé. Et personne ne va se laisser intimider par ce genre d'argument de la part de Donald Trump. Mais professeur Randi, aujourd'hui, le ministre iranien des Affaires étrangères s'est rendu à Oman. Qu'est-ce qu'on sait des échanges entre l'Iran et Oman, compte tenu de cette vague de tensions? Eh bien, il faut toujours se rappeler qu'il y a toujours eu de bonnes relations entre l'Iran et Oman. Mais l'Iran ne va pas sacrifier sa sécurité nationale pour Oman. Oman a eu raison de ne pas participer à cette agression contre l'Iran. Les Émirats, les gens ne vont pas oublier, le Qatar non, l'Arabie saoudite, le Koweït, Bahreïn non plus. Oman a été malin, mais l'Iran ne sacrifiera rien pour lui. Donc, si Oman ne veut pas faire partie du détroit d'Ormuz, de l'organisme de régulation qui supervise le détroit d'Ormuz, très bien. L'Iran le fera seul. Ils contrôleront tout le détroit, y compris les eaux omanaises. Nous n'allons pas permettre que le détroit d'Ormuz soit encore utilisé contre nous. Et les pays qui ont contribué à détruire une grande partie de nos infrastructures essentielles, qui ont tué tant de nos enfants. Vous avez vu des dizaines de millions de personnes descendre dans la rue, malgré cette chaleur, malgré ce temps. Ces pays doivent payer des compensations, ils doivent verser des réparations. Alors, peu importe si Oman ne veut pas en faire partie. S'ils veulent participer, très bien, ils auront leur part du gâteau. Mais l'Iran a pris sa décision. C'est compréhensible, dans une certaine mesure, qu'Oman réagisse ainsi. Il se plie à la pression des États-Unis. Je veux dire, regardez les grands pays comme la Turquie ou l'Égypte. Vous voyez bien comment ils suivent la ligne quand il s'agit des États-Unis. Alors, qu'est-ce qu'on peut vraiment attendre d'Oman? À mon avis, Oman devrait agir différemment, un peu comme la résistance au Liban, en Irak
ou au Yémen. Mais ce n'est pas pareil. Ils n'ont pas les mêmes éléments, n'est-ce pas? Ils n'ont pas ce sens de la justice, de la dignité, de l'honneur qu'on retrouve dans l'axe de la résistance. Donc, ça n'existe nulle part ailleurs que dans cet axe. Et je pense que les événements de ces 4 ou 5 derniers mois l'ont bien montré. Et l'an dernier, dans une certaine mesure, mais surtout ces derniers mois, sans aucun doute, au Liban, en Iran et ailleurs. Donc l'Iran va chercher à maintenir de très bonnes relations avec Oman. L'Iran va aussi essayer de rétablir ses relations avec les 5 autres pays du Golfe Persique. Je ne suis pas vraiment sûr pour la Jordanie, parce que la Jordanie a été totalement complice de tous les crimes commis contre l'Iran, et le régime n'a absolument aucune honte. Mais l'Iran essaie de semer la discorde entre les États-Unis et ces 5 pays, et dans une certaine mesure, il a déjà obtenu quelques succès. Mais je n'ai aucun doute que si les États-Unis se réengagent dans une guerre contre l'Iran, tous ces pays deviendront des cibles. Ils sont complices. Oui, on a parlé de la résolution 2231 du Conseil de sécurité de l'ONU, celle qui faisait partie du JCPOA. Vous vous souvenez, c'était tout ce qui concernait le rétablissement automatique des sanctions et les inspecteurs de l'AIEA envoyés en Iran. Alors, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de cette résolution du côté iranien? Le ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré que cette époque était révolue, qu'ils n'allaient plus le faire. Donc, quelle est la situation maintenant? Parce que l'une des principales préoccupations dans les annexes, c'est justement la question d'envoyer des inspecteurs en Iran pour visiter, vous savez, les installations nucléaires iraniennes. Qu'est-ce qu'on sait là-dessus? Oui, l'Iran est soumis à l'Agence internationale de l'énergie atomique pour l'inspection de ces sites. C'est une organisation compromise et il existe des preuves venant de sources du régime israélien qu'elle est profondément compromise. Et le régime israélien, qui n'en est même pas membre, exerce une influence énorme sur cet organisme. Donc, ils ne vont pas retourner sur ces sites. Encore une fois, il ne faut pas confondre deux choses. Ils peuvent envoyer des inspecteurs à Téhéran, au réacteur de Téhéran, ou à Bushehr, au réacteur de Bushehr. L'Iran n'a aucun problème avec ça. Surtout qu'à Bushehr, les Russes y travaillent aussi, et ils ont des obligations. Ces sites-là existent bel et bien. Donc si demain, quelqu'un apprend que l'AIEA a envoyé quelqu'un à Bushehr, il ne faut pas se dire « Ah, l'Iran a fait des concessions ». Non. L'Iran n'a fait aucune concession. Ça n'a absolument rien à voir avec les sites qui ont été bombardés. L'Iran ne permettra pas que ces sites soient surveillés par l'AIEA. Ça n'arrivera tout simplement pas. Il faut d'abord un accord final. Et tant que toutes les conditions préalables de l'Iran ne seront pas remplies, le Liban, les avoirs iraniens, les sanctions et tout le reste, rien ne bougera. Rappelez-vous, plusieurs résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU ont été adoptées contre l'Iran par le passé. Et à cette époque, la Chine et la Russie étaient plus faibles qu'aujourd'hui, donc elles n'avaient pas la capacité de s'y opposer. C'était il y a environ 20 ans. Et j'ai déjà dit plusieurs fois dans ton émission que les gens devraient lire Going to Tehran de Flint et Hilary Leverett, ainsi que le livre d'Alice O'Crook, Resistance. Mais il y a aussi 2 autres livres que j'ai mentionnés. Enfin, je crois que je les ai mentionnés, je ne suis pas sûr. L'un est de Peter O'Barn, A Dangerous Delusion, et l'autre de Gareth Porter, Manufactured Crisis. Dans ces 2 derniers ouvrages, et dans une certaine mesure dans Going to Tehran, ils entrent beaucoup plus dans le détail sur le programme nucléaire, sur la façon dont toute cette crise a commencé, et sur la manière dont les dirigeants occidentaux, les médias occidentaux et les think tanks ont menti pour créer cette crise. Et malgré tout, ils ont fait adopter ces résolutions de l'ONU contre l'Iran.
Les Russes et les Chinois les ont un peu affaiblis, mais à l'époque, ils n'étaient pas dans la position où ils sont aujourd'hui. Et quand le JCPOA a été signé, ces sanctions ont été levées. Mais selon l'accord, si les Iraniens violaient leurs engagements, les Américains pouvaient rétablir ces sanctions nucléaires. La Russie et la Chine n'ont pas accepté cela. Ils ont dit que l'Iran respectait ses engagements et que c'était l'Occident qui ne respectait pas les siens. Donc, aux yeux des Russes, des Chinois et des Iraniens, ces sanctions de l'ONU sont nulles et non avenues. C'est fini, c'est terminé. L'Iran ne les reconnaît pas, la Russie non plus, ni la Chine, et ce sont deux membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, pour l'Iran, c'est clos. So for Iran, it's over. Yeah. And it's so important right now. Oui, et c'est vraiment important en ce moment, parce qu'une partie du protocole d'accord parle des sanctions de l'AIEA et de celles du Conseil de sécurité de l'ONU. And the UN Security Council sanctions. These were part of this. Ça faisait partie de cette résolution? Oui. Comme je l'ai dit, les Iraniens, les Russes et les Chinois affirment que tout ça est nul et non avenu. Mais les Américains et les Européens disent non, que ces dispositions ont été réactivées. Donc selon cette logique, ils devraient accepter l'interprétation russe, iranienne et chinoise. Iranian, Chinese interpretation. Professor Mandy, there is a so-called ceasefire in Professeur Mandy, on parle d'un soi-disant cessez-le-feu à Gaza et au Liban. Mais on voit bien que les attaques continuent, comme vous l'avez mentionné à propos de Gaza. Et au Liban, dans le sud du pays, il y a à peine quelques instants, un nouveau rapport est arrivé d'Al-Mansouri, dans le sud du Liban, indiquant qu'Israël mène des attaques aériennes, détruit des maisons et tue des civils. Alors, comment voyez-vous la situation au Liban, compte tenu de la récente visite de Donald Trump en Turquie, où il a rencontré Al-Jolani, le chef du gouvernement syrien, ainsi qu'Erdogan en Turquie? Je ne comprends pas très bien ce qu'il cherche à faire en utilisant le gouvernement syrien contre le Liban. Mais il a quelque chose en tête. Personne ne sait vraiment quoi. C'est tellement flou parce qu'il n'en parle pas beaucoup. Il a même évoqué l'idée d'envoyer des troupes américaines au Liban. Vous savez, quand on regarde la situation au Liban, c'est un peu le chaos. Je ne parle pas du peuple libanais, ni du Hezbollah, je parle des politiques de Washington au Liban. Et on ne voit rien de concret venir de Washington. On les entend parler dans un sens, envoyer des troupes, puis discuter avec le gouvernement syrien, tout en laissant Netanyahou attaquer dans le sud du Liban. Qu'est-ce qui se passe? Vous pensez qu'on revient vers une guerre entre le Hezbollah et Israël? C'est tout à fait possible. Mais si on le fait, les Iraniens vont frapper le régime israélien très durement. Nous sommes prêts pour la guerre. Nima, depuis le cessez-le-feu, on se prépare jour et nuit, 24 heures sur 24. Et le protocole d'accord a donné un énorme avantage à l'Iran parce que le pays a pu exporter d'immenses quantités de pétrole. Ils avaient beaucoup de pétroliers bloqués dans le golfe Persique. Comme ils ne pouvaient pas partir, ils ont continué à pomper du pétrole, remplissant encore et encore des navires jusqu'à ce que tous les pétroliers disponibles soient pleins. Et puis, dès que le protocole a été signé, ils les ont envoyés vers l'Asie, des dizaines de millions de barils. Et bien sûr, ils ont aussi importé des fournitures, des biens essentiels, ce genre de choses, pour se préparer aux jours, aux semaines et aux mois à venir. Ils se préparent à la guerre. Ils agrandissent leur base de missiles souterraines, construisent de nouveaux missiles, de nouveaux drones et intègrent des technologies plus avancées dans leur système de missiles, de drones et de défense antiaérienne. Les Iraniens sont donc bien plus prêts aujourd'hui qu'ils ne l'étaient il y a seulement 4 ou 5 mois. Ce n'est pas une exagération. Regardez à quel point l'Iran était mieux préparé pour la guerre de 40 jours que pour celle de 12 jours. Ils ont gagné la guerre de 12 jours. Mais regardez
comme ils se sont améliorés pendant la guerre de 40 jours, parce qu'ils ont tiré les leçons de leurs faiblesses et renforcé leurs points forts. Et c'est exactement ce qu'ils font maintenant. Et regardez le peuple. Ils sont unis. Donc l'Iran est très prêt pour la guerre. Si le régime israélien met fin au cessez-le-feu, eh bien ça veut dire qu'il le viole. Ils tuent des gens. Ils viennent d'en tuer, enfin ils tuent des gens dans le sud. Ils ont tué un directeur d'école il y a 3 ou 4 jours, une femme, son mari et leur employé de maison. Et à Gaza, ils tuent des gens, tous les jours. Mais on ne le saurait pas en lisant les médias occidentaux, parce que les médias occidentaux s'en fichent. Les journalistes occidentaux, les journalistes des grands médias, ils s'en fichent. Les diplomates occidentaux aussi, ils s'en fichent. Ils ne se soucient pas de ces enfants. Franchement, ces journalistes et ces diplomates, ce sont des êtres humains sans valeur. Vous savez, quand Trump traite les Iraniens d'ordures, eh bien, ceux qui soutiennent le génocide, ceux qui ferment les yeux sur le génocide et ceux qui y sont complices, ce sont eux les ordures. Les Iraniens et l'Axe, la résistance, ce sont eux les justes. Mais en Turquie, c'était vraiment stupéfiant de voir à quel point Jolani était sans honte, faible, pathétique, un vrai pantin. Trump, juste devant lui, Jolani, a dit « J'ai donné le plateau du Golan à Israël. C'est un territoire syrien selon le droit international. » Et il n'a rien dit. Et ensuite, Trump a ajouté « Vous savez, les Syriens peuvent entrer au Liban pour détruire le Hezbollah. » Et Jolani est juste resté là, assis. C'est pathétique. Les gens qui ont aidé Jolani à prendre le pouvoir, ceux qui ont menti au peuple sur la véritable nature de cette sale guerre de la CIA, ce sont eux les responsables. Ils ont fait croire que c'était une révolution, que c'était le peuple, que c'était quelque chose de spontané. Et qu'est-ce que Jolani va faire, concrètement, pour le peuple palestinien? Qu'est-ce qu'il va faire pour les territoires perdus? Rien du tout, parce que c'est un instrument. Il l'a toujours été. C'était leur homme. Et puis Erdogan, Trump a dit qu'il lui était plus fidèle que d'autres dirigeants européens. Mais franchement, est-ce que c'est une fierté d'être fidèle à Trump? Je veux dire, c'est incroyable de voir que cet homme est responsable d'un génocide. Et pourtant, ils se promènent ensemble comme des copains. C'est juste écœurant, vraiment écœurant. Mais, comme je le dis toujours, vous connaissez ma conviction. Je pense qu'à long terme, tout ça finira par être une bonne chose, parce que tout le monde doit être exposé pour ce qu'il est vraiment. Et au bout du compte, ça montre que la véritable force, la force qui se tient du côté de la justice et de la vérité, c'est l'Axe de la résistance et ses soutiens à travers le monde. Quant à l'Empire, et tous ceux qui lui sont liés, que ce soit au sein de l'OTAN ou dans notre région, ils font tous partie de ce vaste empire. Cet empire sinistre qui agit comme il agit. Ça ne veut pas dire que le gouvernement iranien doit rompre ses relations avec ces différents pays. Mais je parle simplement en tant que citoyen iranien. Je suis un citoyen ordinaire. Je n'ai aucun rôle dans le gouvernement. Je n'en ai jamais eu. Et je vous parle en ligne. C'est mon point de vue. Et c'est aussi celui de beaucoup de gens dans cette région du monde. Mais Trump n'a aucune stratégie pour le Liban. Il n'a aucune stratégie pour le Golfe Persique. Et l'Iran ne permettra pas au régime israélien de rester au Liban. L'Iran ne permettra pas non plus à Trump de laisser le régime israélien s'y maintenir. Il n'y a absolument aucun scénario dans lequel le détroit d'Ormuz reviendra à la normale, tant que l'occupation du Liban se poursuivra. Et puis, l'Iran va gérer la question palestinienne comme il l'a toujours fait. Il va continuer à les soutenir et il exercera aussi une pression sur les États-Unis à propos de Gaza.
Mais pour l'instant, on a des problèmes beaucoup plus fondamentaux à régler. Et c'est la violation de tous les aspects de l'accord, sauf du blocus. Comme je l'ai déjà dit, beaucoup de gens disent « Regardez, l'Iran montre des signes de faiblesse ». Non, ce n'est pas le cas. L'Iran rend le détroit d'Ormuz un peu plus étroit à chaque fois que les Américains violent l'accord. En persan, le mot « tangji » veut dire « plus étroit ». Donc oui, plus les Américains violent l'accord, plus le détroit se rétrécit. Yeah. Professor Melendi, there is a report, Professeur Melendi, il y a un rapport, une enquête conjointe menée par Der Spiegel, The Insider et Le Monde. Il parle d'une coopération militaire secrète et très étendue entre la Russie et la Chine. Cela inclut des discussions sur la manière de contrer les armes occidentales, de perturber Starlink, qui faisait partie de l'opération contre l'Iran et la Russie, la formation d'opérateurs de drones russes et le développement conjoint de systèmes de défense antimissiles avancés. Et ils appellent ça le nouvel axe du mal, par opposition à l'ancien axe du mal. Vous étiez l'ancien axe du mal, et maintenant, il y a le nouvel axe du mal. Comment vous sentez-vous face à ce nouvel axe du mal? How do you feel about the new axis of evil? Je trouve que c'est injuste. Je veux dire, c'est nous qui avons été les premiers à être qualifiés de mal, et on restera en tête du classement. Personne ne peut nous remplacer. Nous sommes l'axe du mal, et eux, quoi qu'ils fassent, ils viennent toujours après nous. Mais ces gens-là, enfin, ce sont eux qui soutiennent un génocide, et c'est eux qui osent parler du mal. It means that they have Ils doivent t'attaquer, mais toi, tu n'as aucun moyen de te défendre. Et si tu fais quelque chose, c'est toi le méchant. do something, you are the evil. Tu as vu cette interview que cette femme a faite avec moi sur la chaîne australienne ABC? Oui, je l'ai vue. L'arrogance totale de ces gens, c'est incroyable. Ils n'ont aucune honte. Aucune. Ils sont complètement sans vergogne. Franchement. Donc oui, tant mieux pour les Russes et les Chinois. J'espère que l'Iran va se joindre à eux, qu'il aura accès à cette technologie et qu'il investira dedans aussi. Les Européens et les Américains ne sont pas les gentils. Ce sont les méchants. Et ce sont les ennemis de la majorité mondiale, les ennemis de leur propre peuple. En réalité, ils sacrifient leur propre population pour une oligarchie qui n'a les intérêts de personne à cœur. Ils n'ont pas à cœur les intérêts du peuple des États-Unis, ni ceux des Européens. Et franchement, je veux dire, combien de pays la Chine a-t-elle envahi au cours des 20 dernières années? Alors, qui sont les États-Unis ou les Européens pour parler du mal? Ce sont eux, le cœur des ténèbres. Oui, et quand je dis ça, je parle évidemment des élites, parce qu'on sait bien que les gens à travers l'Europe et les États-Unis, juifs, chrétiens, musulmans, bouddhistes ou hindous, beaucoup de gens, beaucoup de jeunes se détournent de tout ça. Donc quand je dis les Européens et les Américains, je suis très précis. Je parle de l'oligarchie, de la classe Epstein, des sionistes, appelez-les comme vous voulez. Mais c'est d'eux qu'il s'agit. Yeah, good point. Très bon point. Merci, professeur Marandi, d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est toujours un vrai plaisir. Merci de m'avoir invité, Nima Al-Khorshid. C'est un vrai plaisir pour moi d'être dans votre émission.